je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est de suivre son rêve, de suivre ses envies. Et je pense qu'il y a toujours un moyen de trouver son chemin. Moi, mon parcours, finalement, il suit aucune règle. J'ai changé plein de fois d'industrie. J'ai changé beaucoup de groupes, d'entreprises. Mais il faut aussi, de l'autre côté, si on a envie d'aller comme ça, être prêt à apprendre beaucoup. Parce que moi, quand je suis rentrée dans les cosmétiques, j'ai pu tout apprendre. C'est très technique. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai fait beaucoup de conférences. Parce qu'après, une fois qu'on a demandé à ce qu'on nous ouvre la porte d'un domaine qu'on ne connaît pas, il faut aussi être à la hauteur et pouvoir proposer des choses. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Aujourd'hui, épisode très spécial comme d'habitude puisqu'on va accueillir Vanessa d'ici quelques minutes. Mais avant cela, je vais quand même rappeler à toutes les personnes qui écouteraient le Brand Podcast pour la première fois, qu'est-ce que c'est ? Le Brand Podcast, c'est une émission qui a pour but de vous aider, marketeurs, brand managers, CEO, à créer les marques fortes de demain, des marques qui soient adaptées au code du digital. On est déjà à l'épisode 3 de la saison 2 et j'espère que cette nouvelle saison vous plaît tout autant que la première. Sans plus tarder, Vanessa, je vais te laisser te présenter. Bonjour Eddy, donc je suis Vanessa Massia, je suis ce qu'on appelle vice-présidente du Global Marketing et Branding chez Vestiaire Collective. Et Vestiaire Collective, c'est le leader de la seconde main mode, une application internationale. Mmh. Ok, donc t'es VP chez Vestiaire Collective, comme tu l'as rappelé. C'est aussi quelque chose que j'ai précisé dans le premier épisode avec Claudette de chez Fempo, c'est que elle, ça faisait déjà un peu plus de 2-3 ans qu'ils étaient sur le projet, mais Vanessa vient d'arriver chez Vestiaire Collective, donc du coup, j'ai orienté pas mal les questions aujourd'hui sur plus de la communication de marque interne, du management de marque, pour qu'on ait un entretien qui soit quand même pertinent, malgré le fait que, comme sur l'épisode que j'avais fait avec la CMO de City Scoot, qu'on embrasse, ce soit intéressant. Si on commence du coup directement avec les petites questions, en allant un peu sur le site de Vestiaire Collective, on se rend compte assez rapidement de plusieurs choses. La première chose, c'est que vous avez des bureaux dans plein de localisations. Je vois Paris, Londres, New York, Berlin, Hong Kong même. Donc ça fait une belle liste de bureaux. Et ça veut aussi dire que forcément, vous êtes une marque internationale et avec des équipes multiculturelles. Ce qui amène ma première question. Durant ta carrière, tu as eu l'occasion d'être dans des positions d'exécutif et du coup d'ambassadeur indirectement aussi de la marque. Est-ce que tu auras des conseils à nous donner sur la manière de coacher ces équipes internationales particulièrement, mais pour qu'elles soient alignées avec la mission et les valeurs de la marque ? Oui, alors effectivement, moi j'ai toujours eu la chance d'avoir des rôles internationaux, ce qu'on appelle souvent le global marketing ou global communication. Et je pense qu'une des clés, et ça c'est assez transversal aux différentes expériences que j'ai pu avoir, une des clés c'est à la fois avoir au niveau global une certaine vision de la marque, de là où on veut aller, mais aussi une grande écoute des équipes régionales, locales. C'est vraiment, je pense aussi, ces dernières années, le développement avec l'Asie qui nous a prouvé, par exemple, le développement du marché chinois qui nous oblige aussi à vraiment essayer de comprendre les différences avec les consommateurs, mais du coup aussi les différences de perception et de fonctionnement que nos équipes en interne peuvent avoir de programmes ou de plans marketing qu'on aurait envie de leur proposer. Ok, et du coup, est-ce que toi-même tu as reçu ce genre d'accompagnement ? Est-ce que tu pourrais nous le partager, par exemple ? En fait, c'est assez intéressant parce que la question de l'international et le rôle global, régional, je pense qu'au début de ma carrière, c'est pas quelque chose vraiment qui était de l'ordre de l'enseignement qui était donné, c'est plutôt l'expérience qui fait au fur et à mesure qu'on se prend aussi quelques petits murs. Ça peut être aussi des façons tout simplement de communiquer en tant que Français, en tant qu'Européen. J'ai travaillé dans beaucoup de groupes américains, j'espère que c'est un petit peu différent aujourd'hui. Une marque française, mais on voit qu'on a besoin d'avoir finalement une façon de présenter, de percuter les choses assez différemment avec des interlocuteurs. En revanche, je dirais que donc, peut-être aujourd'hui j'ai 20 ans d'expérience, je pense que dans les 15 premières années, c'est pas forcément de la formation que j'ai eue. En revanche, on voit depuis quelques années
Très clairement, et je crois qu'encore plus, ça s'est accéléré, on peut dire, depuis 2 ans et encore plus l'année dernière, Mhm. que finalement la diversité, ça c'est un vrai point très important et que les entreprises en interne comme en externe se sont dit qu'il y avait un vrai sujet sur la diversité, sur la culture à travailler. Et donc ça, c'est vrai que je dirais que maintenant, depuis 2 ans, il y a des vrais programmes qui sont travaillés de ce côté-là. Mhm. Et c'est effectivement quelque chose qui est assez intéressant et important. Ok, ok, ça marche. Tu penses, et c'est quoi là, parce que tu me parles de programmes axés plus sur la Ouais. diversité, comment c'est construit ces programmes-là? Bah, par exemple, si je reprends l'exemple de Vestiaire Mhm. aujourd'hui, c'est vrai que comme tu l'as dit, on est dans plus de 80 pays Mhm. euh, et on a presque 500 employés aujourd'hui répartis dans le monde. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est plus de 40 nationalités finalement qui cohabitent. Et donc il y a effectivement commencé à y avoir par notre département HR, pardon, je fais un peu de anglais, ressources humaines, qui effectivement ont commencé à travailler sur tout ce qu'on appelle les problématiques de biais, les problématiques aussi d'équité, d'égalité, Mhm. hommes-femmes, et tout simplement de mettre aussi des indicateurs clés Mhm. sur la diversité, l'inclusion, parce que pour nous, c'était effectivement, et ça l'est encore, évidemment, parce qu'on est, je pense encore tous, au début de cette route, Mhm. extrêmement important. Donc, pour donner voilà, des exemples concrets, on a fait des task force, ce que je disais, sur ce qu'on appelle l'opportunité vraiment égalitaire. On fait des trainings en interne. On a également fait venir, par exemple, sur tout ce qui est, et encore une fois, désolée pour l'anglais, le Women's Empowerment, Mhm. toute la, Ok. dans les femmes, on fait régulièrement en interne, chaque semaine, en fait, on a des guest speakers très intéressants, des femmes, Mhm. pas du tout qui viennent forcément de chez nous. On a eu Fleur Pellerin récemment, Ok. voilà, qui vraiment nous expliquent quels ont été aussi leur parcours de femmes dans leur carrière et comment aussi tout ça a pu voilà, se développer. Et puis, par exemple, là, on a eu plus de 17 différentes initiatives qui pouvaient être à la fois donc, ces fameux talks, qui pouvaient être également des initiatives des ressources humaines pour favoriser des partenariats avec des crèches, par exemple, pour les parents, également toutes les causes qu'on connaît bien, et on a aussi aujourd'hui la chance d'avoir une Chief Sustainability Inclusion Officer, Dunia, qui a été nommée justement l'année dernière et qui travaille sur la diversité ethnique, sur tout ce qui est LGBTQIA+, maintenant, c'est un grand nom, Ok. le Women Empowerment, tout ce qui est handicap et opportunités égalitaires. Donc c'est vraiment, nous, on a des équipes dédiées qui font ça en plus aussi de leur travail, mais qui contribuent à nous donner aussi leur vision de ce qu'il faudrait qu'on fasse mieux, de ce qu'il faudrait qu'on fasse différemment. Et on essaye d'enclencher des actions vraiment concrètes à chaque fois. Ok, ok, parfaitement clair. Donc bon, tu nous as fait une bonne conclusion de à quoi pouvait ressembler ce programme. Je pense que c'est un peu plus clair aussi pour notre audience. Je voulais te demander du coup pour qu'on continue un peu dans la lignée de cette partie plus communication interne. Pour toi, quand on veut communiquer en interne à ces équipes internationales, c'est quoi l'erreur à surtout pas faire en fait? L'erreur à ne pas faire, mais j'ai envie de dire que c'est globalement un peu toujours, je dirais pas que c'est spécifique à la communication internationale, c'est vrai de toute communication, c'est sous-estimer ou ne pas considérer l'audience qu'on a en face. Avoir, je pense aujourd'hui, une espèce d'impression que parce que ça vient effectivement du global, quand on parle à nos régions, à nos départements locaux, ce serait de penser que on a toute autorité et qu'on sait tout. Je pense que de ne pas être à l'écoute, alors soit en amont des feedbacks, soit même a posteriori des feedbacks, et de pouvoir adapter en fait par rapport aux sensibilités culturelles ou par rapport aussi
tout simplement à des problématiques que nous aurions pu sous-estimer. Je pense que ça, c'est la plus grosse erreur. Ça va être une erreur qui est une erreur de communication, parce que les équipes en face ont l'impression de ne pas être entendues. Et puis, c'est au final une erreur, je pense, pour le consommateur qui aura l'impression de ne pas vraiment être reconnu dans ce qu'on lui propose. Ok, ça marche parfaitement clair. Du coup, on va continuer sur tout ça, la culture de marque, etc. Et je voulais aussi faire un petit point plus pour notre audience plutôt qui nous écoute. Donc sur la culture et pour avoir une culture solide, parce que c'est vrai que c'est un élément dont on parle beaucoup dans les épisodes, mais on n'a jamais vraiment résumé entre guillemets ce qu'il fallait. Pour moi, en tout cas, pour avoir une culture solide, il faut déjà plusieurs choses. Il faut une vision qui soit liée à la raison d'être et que cette raison d'être elle soit claire. Il faut aussi qu'il y ait des perspectives de carrière qui soient intéressantes pour que les personnes se sentent épanouies, etc. Et il faut que les gens ils aient de la gratification qui soit liée à l'accomplissement de leur projet. Et on avait déjà parlé du coup dans les premières questions du premier point, donc la vision, les valeurs, ce genre de choses. Du coup, j'aimerais bien avoir ton avis sur les points suivants. Assez logiquement, tu parlais encore tout à l'heure de Dunia qui venait d'être promu. Tout le monde ne peut pas être VP, tout le monde ne peut pas être directeur en même temps. Donc, selon toi, comment on fait pour façonner une culture justement de la gratification qui permet de conserver ces top talents avec finalement des responsabilités qui peuvent pas être tout le temps partagées, quoi. C'est vrai que, bien sûr, la reconnaissance, de toute façon, on le sait, c'est clé dans n'importe quelle entreprise, c'est clé pour le collaborateur et c'est quand même, je crois aussi, la clé de la réussite de pouvoir garder, motiver ses employés. Si je reviens par rapport à la question, j'aimerais la mettre au prisme de Vestiaire. Ce qui est assez intéressant, c'est que je pense que tu as très bien mentionné le fait qu'il fallait avoir une vision. Et finalement, la vision qu'il y a chez nous, c'est que la marque, elle a été construite un petit peu autour de 4 piliers. Il y a à la fois la mode, il y a tout ce qu'on appelle la durabilité, le développement durable. Il y a aussi la confiance et la communauté. Et ce qui est intéressant, c'est que en travaillant là-dessus, je pense que Vestiaire, qui on sait, est une start-up, mais qui a 12 ans d'existence et qui est devenue une licorne, s'est aussi rendu compte que pour grandir au fur et à mesure, peut-être que chacune de ces expertises avait besoin tout simplement d'avoir de nouveaux porte-paroles. Donc j'ai l'impression, en tout cas en arrivant, et moi je peux parler pour mon expérience personnelle, parce que je suis arrivée avec cette création de poste, j'aurais pu entendre pas mal de frustration peut-être des gens de mon équipe ou quoi, parce qu'effectivement, on arrive avec un titre. Et en fait, j'ai pas du tout ressenti ça parce qu'il y avait aussi j'ai eu un super accueil parce que tout simplement, je crois qu'il était reconnu, entre guillemets, le fait que j'arrivais avec une expérience, un bagage, une possibilité aussi de contribuer au projet que eux avaient déjà enclenché en le respectant énormément, mais peut-être en apportant quelque chose de nouveau, de plus, ou en leur permettant tout simplement d'avancer, là où parfois ça pouvait être bloqué. Donc, pour revenir à ton point de cette gratification, ce qui est intéressant pour moi, c'est que je trouve que Vestiaire étant vraiment dans cette croissance, s'équipe au fur et à mesure de personnes, ou tout simplement aussi de promouvoir certains d'entre eux, pour vraiment arriver à faire de cette start-up une vraie entreprise solide et qui regarde vers le futur. Et en tout cas, je crois que il y a aussi, c'est peut-être aussi le côté très start-up, mais cette culture du feedback, la transparence, je parlais de la confiance, l'authenticité, et ça reste vraiment fort, peut-être plus fort que tout ce que j'ai pu voir moi dans d'autres grandes corporations. Et il y a une vraie entraide, un vrai esprit d'équipe. Donc, je crois que le projet, la vision est importante, et la façon aussi d'amener les gens, pas pour faire des promotions hiérarchiques, parce que c'est pas vraiment l'état d'esprit, mais tout simplement de pouvoir tous contribuer à un projet commun, et on veut vraiment se battre pour cette mode durable, en fait. Ok, ça marche. Donc du coup, pour toi, finalement, la vision et les valeurs, ce serait pas plus important, mais ça contribuerait quand même plus à la cohésion globale du groupe que finalement
des perspectives de gratification qui soient plus individuelles, quoi. Je pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire Mhm. qu'il faut commencer absolument par le projet pour savoir où on veut aller. Et puis après, il faut effectivement que les gens sentent qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent être reconnus, qui puissent être aussi amenés vers le prochain poste, parce que c'est pas uniquement, je pense, la reconnaissance immédiate, c'est vraiment bien, mais c'est aussi de donner des perspectives. Mais toujours, pour moi, effectivement, en tout cas, le prérequis, c'est la vision, le projet, les valeurs. Ok, ok, ça marche. Du coup, on va continuer avec un peu plus les questions en parlant toujours des collaborateurs, mais cette fois-ci plus de l'enjeu autour du recrutement, Mhm. parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré enjeu avec ton expérience. Est-ce que tu aurais des conseils pareils à nous donner sur la manière dont il faut sélectionner ces profils pour qu'ils soient alignés? Parce que tu nous parles beaucoup de valeurs, mais c'est assez difficile de trouver des gens qui soient alignés avec ces mêmes valeurs en fait. Je sais pas si c'est difficile, parce qu'en même temps, on a la chance d'avoir une vraie communauté des gens passionnés qui viennent tous d'univers assez variés, qui viennent tous de nationalités assez variées. Je pense que le critère numéro un, ça paraît peut-être un peu un paradoxal, mais il y a vraiment l'idée de la passion. Mhm. C'est vraiment les gens qui ont envie de travailler sur, comme je disais, sur ce projet. J'ai jamais eu autant de fois dans ma carrière autant de candidatures spontanées qui arrivaient sur mon LinkedIn, mon mail. Pas plus tard que tout à l'heure, voilà, quelqu'un m'a contacté sur LinkedIn. Alors j'essaye de faire au mieux et de répondre au plus, mais on voit en permanence beaucoup de gens. Même quand on n'a pas forcément des postes, on essaye vraiment de rencontrer presque chaque semaine Mhm. des profils parce que c'est cette rencontre aussi qui nous enrichit et qui nous fait nous dire que voilà, peut-être que cette expertise, on l'avait pas identifiée comme nécessaire dans l'immédiat dans la structure, mais ça nous fait réfléchir et quand on a l'opportunité d'ouvrir un poste, ça peut nous permettre de repenser à cette personne. Euh, donc, bien sûr, en fait, alors il y a toujours, on a des critères, typiquement ce dont j'avais parlé, l'authenticité, la transparence, cette envie, voilà, d'avancer, ça fait partie énormément de nos prérequis, j'ai envie de dire. Mais en même temps, je pense que j'ai, voilà, une équipe. Et c'est vrai aussi pas que dans mon équipe, mais en transversal dans l'organisation, très diversifiée. J'ai beaucoup de nationalités. J'ai des gens dans mon équipe là qui parlent pas du tout français. J'ai des gens qui viennent de profils divers et variés. Ça peut être de groupes d'e-commerce, ça peut être d'agences de pub, ça peut être aussi me concernant. Moi, je venais absolument pas du e-commerce et on m'a quand même tendu les bras. Mhm. Ok, 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 ça marche. Mais il y a quand même un truc, c'est que, tu vois, tu nous parles de passion, mais c'est vrai que Ouais. la passion, comme toute chose, ça peut aussi se fake, et particulièrement dans un environnement international. Tu me disais en intro que vous avez un peu plus de 500 collaborateurs. Comment vous faites en interne pour repérer finalement les intrus dans un process aussi grand? Alors, je pense qu'on a une technique qui a ses avantages et ses inconvénients. Mais c'est vrai que chez nous, le process de recrutement, il est assez, alors long, pas forcément en temps, mais c'est quand même un marathon. On fait rencontrer aussi les candidats à pas mal de personnes. Donc il y a effectivement au départ la personne qui recrute, mais ça peut être aussi, on fait rencontrer un collègue, pas quelqu'un qui sera en management avec lui, mais aussi un collègue. On fait rencontrer également à plusieurs personnes du comité de direction. Et puis aussi, on fait très souvent faire des études de cas. Et tout ça, la passion, si on l'a pas, si on n'a pas envie, honnêtement, on n'a pas trop envie de se casser la tête à faire une analyse, une étude de cas, etc. Donc déjà, au sein du process même, on peut identifier ceux qui, ouais, comme tu disais, la passion était un peu fake. Ça veut dire qu'ils n'auront pas forcément envie d'aller jusqu'au bout du process, parce que c'est vrai, Vestiaire Collectif, c'est une super organisation, mais ça reste une entreprise qui est encore jeune d'existence, qui est très très exigeante en termes de qualité de travail, mais de quantité. Il y a beaucoup de choses
voilà, beaucoup de moments où il faut voilà, continuer à s'investir. Et effectivement, c'est pas uniquement pour le plaisir de torturer les candidats qu'on fait ce process-là, c'est aussi pour leur montrer une réalité de ce qu'ils auront peut-être à vivre en venant chez nous. Alors pas qu'on ait des process lourds, parce que c'est pas du tout ça, on est dans l'agilité, on est dans vraiment la collaboration, mais justement, c'est pas... ça peut être aussi parfois sur certains projets, il faut aller convaincre différentes personnes qui sont justement pas hiérarchiquement liées, mais qui vont être des contributeurs à ton projet. Et donc je pense que ça, c'est un des moyens quand même de voir la passion et aussi de la déclencher. Parce que si je prends mon exemple personnel, quand j'ai été approchée, au départ, voilà, ça m'intéressait, mais je n'étais pas forcément en recherche, j'avais un poste. Et en fait, c'est moi qui me suis prise au jeu. Parce qu'au fur et à mesure du moment où j'ai rencontré chaque personne dans les entretiens, j'ai commencé à trouver que les gens étaient extrêmement intéressants, que le défi et le challenge qui m'étaient proposés étaient stimulant. Et c'est moi qui ai commencé à complètement rentrer dans l'envie et au fur et à mesure de plus en plus me motiver. Donc tu vois, même cette passion au départ qui était différente, moi j'étais pas en recherche, et ben en fait finalement le processus de recrutement m'a aidé à m'accrocher, quoi. Ok. Donc en gros, ce serait avoir un process de recrutement qui soit avec un peu de friction quand même pour éliminer les gens qui sont pas très déterminés et motivés. Mais Alors on est vraiment pas dans la confrontation, on est dans l'échange, ce sont des entretiens rapides. mhm, C'est vraiment un échange, mais effectivement, c'est effectivement regarder un petit peu comment les candidats voilà, sont motivés, sont capables de pitcher leur histoire rapidement, d'aller sur les angles très précis et de savoir aussi nous accrocher, quoi, de cette mhm. façon-là. Ok, ça marche. Et puis c'est toujours dans les deux sens, un entretien. Enfin, c'est aussi pour que des candidats se rendent compte si ils aiment cette culture rapide, agile, challenging. Ok. Ouais, donc c'est quand même un process qui soit un peu plus long quand même, parce qu'il faut bien Ouais. pouvoir Alors, et ça, identifier. c'est peut-être effectivement le point où parfois on peut être, je pense, un peu long et peut-être pas forcément toujours euh, au mieux dans cette partie-là, parce que en face, quand on a des bons candidats aussi, ils peuvent aller choisir ailleurs. Donc ça, c'est un peu le revers de la médaille sur lequel il faut qu'on soit vigilant. Je voulais te demander aussi, parce que j'y pense à l'instant, quand on dit long, c'est combien d'étapes d'ailleurs? Ça va dépendre, mais on peut avoir entre, entre 4 et 6 étapes. Ok. Ça dépend du niveau, en fait, aussi Ok. de la personne. On ne fait pas la même, le même process. On ne peut pas avoir autant de personnes à tous les niveaux hiérarchiques. Ok. Donc en gros, ce serait genre à peu près six entretiens pour le top management, quoi, et plus trois quatre pour des postes un peu plus standards. Je te pose aussi la Oui. question parce que dans l'épisode 2, bah, qui est pas sorti au moment où on enregistre, mais qui va sortir ce lundi, on reçoit plutôt Harold Gardas qui a créé une agence qui s'appelle Com. Et il nous disait justement que lui, au niveau des process, ils avaient intégré de la vidéo dans ses process de recrutement et qu'il faisait 3 entretiens même pour des stagiaires pour justement déjouer un peu ce que je te disais avec un peu le syndrome du clandestin, etc. Donc ça rejoint Nous, finalement. on n'a pas en tout cas cette approche. Là, en fait, on a beaucoup de gens qui viennent très motivés. Mhm. On n'est pas du tout en inquiétude de se demander si la personne est en train de nous arnaquer. On a plutôt envie d'être sûr aussi que la personne se sentira bien chez nous Mhm. et sera aussi heureuse et épanouie dans un environnement très rapide où il y a beaucoup de choses à gérer, où il y a beaucoup de moments aussi où on fait, on redéfait, on recommence. Mhm. Et c'est aussi ça qu'on regarde quand on fait un processus de recrutement un petit peu plus, plus pointu. C'est qu'on a envie aussi que les gens se rendent compte que ça peut être aussi ça leur quotidien. Ok. Mais on n'est pas d'office dans la méfiance, en tout cas. On est plutôt dans l'envie de se dire, voilà, c'est un partenariat et ça doit donner envie des deux côtés. Ok. Ouais, donc il faut quand même montrer que voilà, c'est pas tout rose tous les jours, même
même si c'est vrai que c'est une très belle boîte, etc., etc., et que bah, c'est challengeant, quoi. Dans un challenge, il y a aussi la partie où on tombe et il faut se relever, quoi. Donc, Exactement. du coup, c'est à peu près ça. Bon, bah, parfait. Bah, du coup, je pense que, comme on a quand même beaucoup parlé sur la partie plus communication interne, malheureusement, je n'aurai pas le plaisir de savoir quelles étaient mes questions sur la partie management de marque. Mais je pense que ça enlèvera pas pour autant de la valeur à l'épisode. On va passer directement à la partie plus personal branding pour clôturer, puisqu'on s'approche des 25 minutes très gentiment, en parlant un petit peu plus de toi directement, Vanessa. Si on regarde ton LinkedIn, on remarque que bah, tu as un parcours qui est assez impressionnant quand même dans le marketing. Un peu PepsiCo, DB Apparel, Coty, enfin maintenant Vestirco aussi. C'est des groupes dans lesquels tu as eu l'occasion de travailler. Et ça me fait me poser une question, c'est sur la construction en fait de ta carrière professionnelle, parce que il y a toujours l'interrogation de savoir bah, comment tu fais pour savoir que c'est le bon moment pour partir d'une structure ou non. Parce que finalement, en fait, toutes les boîtes où tu as bossé, c'était quand même des boîtes qui avaient une certaine renommée, où tu avais des postes qui étaient intéressants, et tu aurais pu y rester. Et pourtant, tu as quand même construit ça d'une manière à aller d'un chemin à un autre. Et du coup, voilà, j'aimerais bien avoir un peu ton avis sur tout ça. Alors en fait, c'est assez intéressant, c'est que moi, de mes études, j'étais à la fois marketing et communication, avec pas mal de mal à choisir. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai 20 ans d'expérience, j'ai à peu près moitié d'expérience en marketing, moitié en communication. Donc, j'ai pas vraiment fait un plan de carrière. C'est vrai que si on regarde mon expérience, j'ai commencé en grande conso chez PepsiCo, et puis après, en fait, au fur et à mesure, ça a souvent été des choses que j'avais envie de faire, ou des éléments que j'avais envie d'apprendre ou de changer. Donc après, j'avais envie de faire du développement de produits, et puis j'ai eu la chance effectivement de pouvoir rentrer dans le groupe DIM, dans lequel je suis restée 10 ans, d'abord au marketing, et puis après j'ai réussi à passer à la communication, parce que ça m'intéressait, et j'avais envie de travailler sur la stratégie de marque, et ça c'était le département communication qui le faisait, où j'ai énormément appris. Mhm. Puis oui, après 10 ans dans le monde de la lingerie, puisque je travaillais pour Dean, pour Wonderbra, pour de très jolies marques aussi comme Playtex, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire autre chose. Alors ça, en France, c'est pas toujours très facile quand on a envie de sortir, de changer de secteur. C'est vrai que les cabinets, les chasseurs de tête, comme on dit, on disait souvent, j'ai pas vraiment de poste en lingerie. Je disais, mais moi, je peux faire autre chose. Et j'ai eu la chance, mais j'ai passé beaucoup d'entretiens, je me suis laissé le temps aussi. Pendant un an, j'avais vraiment envie d'explorer tout ce qu'on voit. Et c'est effectivement la cosmétique avec un groupe comme Coty qui m'a donné ma chance, parce que eux, ils regardaient pas forcément non plus trop le CV dans sa précision, savoir quelle marque j'avais gérée, mais c'est plutôt quelle problématique j'avais pu gérer et résoudre. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai pu passer effectivement dans ce très bel univers du parfum, des cosmétiques, pour après rejoindre Estée Lauder, donc toujours dans ce monde-là. Et finalement, Vestiaire, c'est un retour à la mode, une mode différente, une mode durable, l'idée vraiment de pouvoir avoir de la seconde main et d'espérer transformer l'industrie avec notre communauté de fashion activistes. Mais au final, pour répondre plus précisément à ta question, c'est vraiment l'envie, à un moment donné, de me dire je veux essayer un nouveau challenge. Et j'ai eu la chance aussi qu'on me fasse confiance. Je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est de suivre son rêve, de suivre ses envies. Et je pense qu'il y a toujours un moyen de trouver son chemin. Moi, mon parcours, finalement, il suit aucune règle. J'ai changé plein de fois d'industrie. J'ai changé beaucoup de groupes, d'entreprises. Mais il faut aussi, de l'autre côté, si on a envie d'aller comme ça, être prêt à apprendre beaucoup. Parce que moi, quand je suis rentrée dans les cosmétiques, j'ai dû tout apprendre, c'est très technique, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai fait beaucoup de conférences. Parce qu'après, une fois qu'on a demandé à ce qu'on nous ouvre la porte d'un domaine qu'on ne connaît pas, il faut aussi être à la hauteur et pouvoir proposer des choses. Donc, je crois qu'il n'y a rien d'interdit, il n'y a rien d'impossible, mais il faut effectivement savoir
Aussi, comment pitcher, je pense, en storytelling. Ça, c'est un conseil que je donnerais et qu'on m'avait donné. Souvent, quand on rencontre des candidats, ils peuvent vous raconter de façon un peu chronologique et linéaire, il y a des choses qu'on peut déjà lire sur le CV. Et je pense que quand on a envie de changer d'univers ou de tout simplement changer d'entreprise, c'est intéressant de se dire finalement, cette personne ne connaît pas du tout mon travail aujourd'hui, qu'est-ce que je peux lui dire de ce que je fais aujourd'hui qui va pouvoir faire écho à sa problématique, mais en tout cas de ce que je comprends du poste, de sa problématique. Et ça, c'est vraiment une façon de pitcher sa propre histoire pour raconter une histoire sur pourquoi on a fait ses choix. Ok, ok, c'est super beau, franchement, comment tu le racontes et tout, c'est incroyable, vraiment, ouais, et du coup, il y a une tonne de questions qui me viennent à l'esprit, mais je vais garder les questions que j'avais écrites déjà. Je voulais savoir aussi, pour toi, c'est quoi l'élément qui a fait la différence pour obtenir des postes à responsabilité, parce que ça revient plus ou moins sur la question que je t'avais posée aussi par rapport à Vestirco, c'est que évidemment, toi, t'as beaucoup bossé, t'as beaucoup appris, mais je suppose qu'il y en a plein des Vanessa comme toi qui, au même moment, avaient fait beaucoup d'efforts aussi et qui n'ont pas eu la confiance. Donc, du coup, qu'est-ce qui a fait la différence, entre guillemets, dans ton profil pour avoir cette confiance à ce moment-là, faire ce push, ce genre de choses, en fait? Alors, je me suis pas mal posé la question parce que j'ai pas eu non plus toujours dans ma carrière des moments linéaires. Hein. J'ai eu aussi des moments de down, des changements de management, des moments de doute où on se dit ah bah tiens ça marchait bien avant, là il faut que je me remette en question. Donc je crois que un des premiers points c'est essayer d'avoir une certaine adaptabilité au changement, pas paniquer quand les choses se passent plus comme avant. Et ça, plus on travaille en entreprise, plus on se rend compte effectivement que ça peut arriver, il peut y avoir des moments de doute. Il faut savoir aussi voilà, prendre le recul et se demander comment on peut sortir de cette situation. Mais finalement, comme on dit, plus tu pars, rend plus fort. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est vrai que justement, toujours dans cette espèce de changement, parce que le monde change beaucoup, eh bien, je me suis aussi rendu compte que il fallait aussi savoir naviguer en trouble et aussi parfois proposer des choses aux organisations et en étant dans cette force de proposition, j'ai eu l'occasion, finalement, en fait, les 7 derniers postes ont été des créations de postes. Donc, peut-être que, voilà, en fait, il faudrait demander aux gens plutôt qui m'ont recruté ou qui m'ont donné cette chance. J'ai peut-être pu, quelque part, proposer ou en tout cas montrer que ça ne me faisait pas peur de partir d'une page blanche, d'essayer de proposer, d'écrire quelque chose. Au départ, ça peut commencer par tout simplement une task force et puis après, voilà, du leadership et puis montrer finalement au-dessus, au management, que cette attitude très positive, l'envie d'avancer, l'envie de proposer des choses un peu différentes, probablement à un moment donné à payer et je crois que c'est aussi ça peut-être qui a pu faire que j'ai pu plusieurs fois dans ma carrière arriver à des moments où les entreprises se posaient beaucoup de questions et que je leur disais j'ai pas forcément toutes les réponses, mais moi ça m'intéresse de travailler dessus et parfois c'est simplement ça que les gens le management a envie d'entendre dans des moments de transformation. Et je crois que ça c'est certainement un conseil que je donnerais encore plus là actuellement post-Covid. Moi j'ai changé de job en confinement, c'est une grande première de ma carrière. Et c'est pas facile en fait, mais c'est en même temps l'opportunité que voilà, ça ouvre des pistes, on peut travailler différemment et les entreprises ont besoin d'éléments moteurs du changement dans un certain effet positif. Moi je suis quelqu'un de très positif et c'est peut-être ça quand tu vois qui a fait la différence, je sais pas. Écoute, c'est super beau. Je te rejoins assez parce que j'ai toujours créé tous les postes, basiquement tous mes stages c'est des candidatures spontanées. Encore aujourd'hui l'entreprise où je suis c'était un poste qui était créé spécifiquement pour moi, donc
Donc voilà, je ne peux qu'approuver ce que tu es en train de dire. Et voilà, je trouve que c'est très inspirant et ça prouve aussi que quand on fait bien les choses, parfois il y a des belles choses qui se passent, et particulièrement quand on est positif. Voilà. Et il y a une autre question aussi qui me vient en tête, puisqu'on a encore un peu de temps, on est à 34 minutes. Avec ta connaissance des marques, puisque tu as quand même bossé dans la cosmétique, dans la grande conso, aujourd'hui, voilà, même un peu plus dans l'e-commerce, etc. T'as jamais pensé à lancer ton propre truc, à te faire une DNVB, aller lever des sous, enfin l'entrepreneuriat, ça te tente pas? C'est une très bonne question. Et en réalité, comme je te disais, il y a un moment donné dans ma carrière où j'ai fait un an de transition. Un an après Coty, où je me suis vraiment remise à plat. J'avais beaucoup travaillé, j'étais presque un peu à bout et fatiguée. Et puis du coup, j'ai fait vraiment un an de break où je me suis posé toutes ces questions. J'ai eu notamment la chance d'aider une amie qui a créé une start-up incroyable qui s'appelle Maison Fragile, qui est une start-up d'art de la table, de porcelaine de Limoges branchée. Et du coup, s'est beaucoup posé la question de l'entrepreneuriat. Elle, c'est vraiment son entreprise, mais elle cherchait aussi à ce moment-là à s'associer. Et j'ai adoré, voilà, je travaillais avec elle d'abord, en vraiment conseil, et puis aujourd'hui, je suis toujours membre bénévole de son board. Mais je me suis rendu compte, et je lui ai dit la vérité, je lui ai dit que finalement, toute ma carrière, je m'étais crue entrepreneur. Et en fait, je crois que je suis plus ce qu'on appelle intrapreneur. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais besoin vraiment d'être au sein d'une équipe, d'échanger et de pouvoir co-construire avec mes collaborateurs ou avec des équipes en transversale. En tout cas, c'était là que j'étais peut-être la plus à l'aise. Et que finalement, l'entrepreneur, il est assez seul pendant longtemps. Et que finalement, cette solitude me faisait un peu peur. Et puis, j'étais peut-être pas la plus efficace. Finalement, quand il manquait ce cadre, s'apporter soi-même son propre cadre, c'est pas toujours facile. Donc, pour l'instant, voilà, évidemment, l'idée m'a traversé la tête plein de fois. Évidemment, l'envie, c'est quelque chose qu'on se dit toujours avec beaucoup de passion. Mais je crois que c'est très différent finalement entre l'envie et la concrétisation. Et pour côtoyer beaucoup d'entrepreneurs, je suis très admirative du travail qu'ils font, du combat qu'ils ont. Et je ne sais pas si j'ai ces qualités moi-même. Ok, bah, super intéressant. Comme quoi, ça va à l'opposé de plus ou moins tout ce qu'on voit sur LinkedIn et compagnie, hein, puisqu'on est quand même à une ère où c'est vrai qu'il y a un peu plus de 20 ans, être entrepreneur, c'était pas du tout à la mode, hein, personne ne voulait être entrepreneur, etc. Ils étaient un peu jugés et tout. Et maintenant, on est un peu à l'inverse où plus ou moins tout le monde veut être entrepreneur. Et maintenant, il y a même des formations, des cours sur l'entrepreneuriat, des masters entrepreneuriat en école de commerce aussi. Donc du coup voilà, c'est aussi je pense que c'est aussi une question de comment quand on fait sa propre introspection, comment on perçoit les choses. Et c'est vrai que tu soulignes un bon point aussi avec la peur, puisque c'est des choses que les gens ont du mal parfois à s'avouer, mais ça joue beaucoup dans la manière dont on approche ces différents choix et sa carrière. Super intéressant. On va clôturer le podcast avec le Fast and Curious version brand. Fast and Curious, tu as deux propositions. Tu choisis entre les deux, l'une des deux le plus rapidement possible. Voilà, Vanessa, est-ce que tu es chaud? Allez. Ok, ça marche. Pour la stratégie média, tu es plutôt paid ou earn? Pour le déploiement de marque, tu es plutôt agressivité à l'international ou dominance nationale? On a le droit de dire les deux? Ah, il faut essayer de pas dire les deux. Alors, je pense qu'on peut gagner que à l'international que si on gagne dans son marché. Donc, je dirais dominante au national. Ok. Et pour le lancement de produit, t'es plutôt grande conférence de presse ou influenceur? Influenceur. Ok. Bah, pour finir, Vanessa, c'est ton moment. Quelle est ta question pour moi? Alors, j'ai une question pour toi. On a finalement un peu effleuré le sujet, mais pas beaucoup développé sur la mode durable, sur la seconde main. Alors, je voulais te poser finalement une grande question et puis une petite question, mais du coup, qu'est-ce que toi, tu penses de la mode durable? Et puis, une question plus précise, c'est quoi ton style mode, Elie? Ok. Bah déjà, mon style mode, je dirais que c'est un
un casual chic, comme ils appellent ça. C'est-à-dire que moi, Ouais, c'est bien. je vais pas mettre beaucoup de grosses marques, etc. Parce que déjà, un, je peux pas vraiment me le permettre. Et puis deux, parce que c'est pas particulièrement des choses qui m'attirent. Mais je vais surtout jouer avec les textures, les couleurs, ce genre de choses avec les coupes. Donc voilà, donc ça c'est pour ceux que ça intéresse. Et après, par rapport à ce que je pense de la mode durable, bah, c'est une bonne question parce que figure-toi qu'il y a moins de 2 mois, j'utilisais pas Vinted, qui est aussi, enfin, je sais même pas si c'est vraiment votre concurrent dans le sens où vous faites pas vraiment la même chose, mais on va dire que c'est un acteur aussi qui est présent sur votre marché. Et j'ai Oui. récemment commencé à utiliser Vinted il y a un mois, donc au début de mon stage là actuellement, sous conseil d'un de mes amis qui faisait que de me dire depuis 3 mois c'est super, la mode durable c'est super intéressant, nanani, nanana et tout. Et moi j'étais quand même un peu freiné par le truc parce que c'est vrai que moi la seconde main, il y a toujours eu le blocage du oui, mais c'est vrai que ça a été porté par quelqu'un d'autre quoi. Et c'est vrai que c'est tout con, mais les habits et les vêtements, ce genre de choses, c'est quand même un truc qui touche le corps de tout le monde. Donc les gens vont se dire, ouais, c'est un peu con tout ça, mais c'est vrai que c'est un blocage pour plein de choses. Et j'en ai parlé avec pas mal d'amis, et c'est vrai que beaucoup de personnes autour de moi ont un peu ce blocage. Et je pense que c'est un blocage qui est assez cassable facilement, mais il faut l'essayer, quoi. Moi, à partir du moment où je me suis rendu compte que je pouvais avoir des bonnes affaires pour pas très cher, et que en vrai l'expérience client elle était good, c'est-à-dire que j'achetais, j'avais pas trop de problèmes de livraison, ça arrivait vite, les vendeurs ils étaient sympas, que je pouvais renvoyer si c'était pas bien, me faire rembourser, que voilà, que il y avait des systèmes d'arbitrage qui étaient bien mis en place et qu'il y avait un support client qui était là s'il y avait des questions. Bah ça rassure carrément. Et puis depuis j'ai acheté d'autres trucs sur Vinted et moi-même je commence à me vendre, voilà. Donc Bon, bah maintenant, il va falloir que tu essayes vestiaire collective. oui, bah Parce oui, mais que, c'est sûr. du coup, tu donnes un point qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a le fait d'acheter, mais il y a le fait de vendre. Et en fait, le fait de venir sur vestiaire collective aussi, c'est intéressant, c'est que tu pars en fait, c'est je pense notre grosse différence aussi, à une communauté de connaisseurs, en fait, aussi de mode. Mhm, Donc, il y a aussi beaucoup de belles pièces, il y a tout un service d'authentification pour être mhm, sûr qu'on n'a pas de problématiques de contrefaçon. mhm, Et puis, en fait, on a vraiment aussi voilà, le plus grand catalogue mode, parce qu'on a plus de 10 millions de membres et un catalogue avec 7000 marques, mhm, avec notamment voilà, des partenariats qu'on fait maintenant. On a fait avec Alexander McQueen, on a fait avec Maë Theresa. Alors oui, c'est vrai que ce sont des marques qui sont effectivement intéressantes et aussi voilà, plus pointues. mhm. Mais c'est aussi intéressant parce qu'on a beaucoup d'opportunités voilà, de séduire tout le monde, et ça m'intéressait d'avoir ton point de vue. Donc maintenant que tu es accro, il va falloir que tu télécharges l'app. Moi, j'hésiterai pas à aller faire un tour. Et ça fait une bonne conclusion pour cet épisode. Pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours, après un peu plus de 42 minutes, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Le podcast est toujours disponible gratuitement sur YouTube. Brain Podcast, vous trouverez. À nous mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, à nous mettre des commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Apple Podcast. Ça aide à monter dans les classements et dans la catégorie marketing. Voilà, c'était un plaisir de faire cet épisode avec toi, Vanessa. Merci beaucoup. Le podcast est toujours disponible les lundis à 8h maintenant. Donc voilà, si vous prenez le train, n'hésitez pas à vous abonner, à écouter tout ça. Et puis voilà, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. Encore merci comme je te le disais. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Merci.